capitaine, colonel, merci d'être présent. Je remercie aussi les amis de la MED de s'être associés à cette manifestation et d'être venus nombreux. Je remercie les uns et les autres d'avoir honoré de leur présence ce petit rendez-vous. Alors, je suis un peu triste parce que nous attendions avec une grande joie notre parrain avec nous qui s'appelle Alfred Jameau. Malheureusement, Alfred Jameau, qui est un des 3 ou 4 grands spécialistes nationaux de la télégraphie chape, il a écrit de nombreux ouvrages et, disons, participe encore de temps en temps à différents colloques. Alfred Jameau, que vous voyez ici photographié en 2014, devant la tour de Saint-Marcan qu'il avait largement aidé au niveau de la restauration, souffre d'une pneumonie, a des problèmes de décès dans sa famille proche ces jours derniers, et malheureusement n'a pu être présent ce soir. Il a quand même tenu à écrire un petit texte sur l'histoire de la lunette que Pierre nous lira tout à l'heure. Et bon, j'ai une pensée pour lui et son épouse, qui sont des gens très charmants, que le général Boissan avait visité à Saint-Malo, puisqu'ils sont des Malouins, dans le cadre de ses recherches sur la télégraphie, lorsqu'il les avait menées pour le musée et pour l'école. Donc souhaitons à Alfred un prompt rétablissement. Donc je tiens aussi à remercier l'Espace Ferrier, bien sûr, d'accueillir cette manifestation et d'accueillir la lunette au niveau d'un dépôt pour le futur. Donc vous avez compris, on est ici pour marquer cet événement qui est pour nous, Association Armoristel, l'acquisition de cette lunette. Alors cette acquisition, elle s'est faite un peu par hasard. Nous avons eu une information par notre fédération, la FNARH, la Fédération Nationale des Associations de Recherche Historique des personnels de la Poste et de France Télécom, comme quoi des particuliers mettaient en vente une lunette chape d'origine. Bon, le conseil d'administration se réunissant quelques jours après, on a immédiatement, disons, validé la possibilité de l'acheter, et cette lunette était à vendre, le prix était à vendre 2000 €, et nous avons conclu avec ces particuliers à 1800 €. La lunette était à Perpignan, et je dois dire qu'on a fait ficelle pour la récupérer, grâce à Jean-Pierre Serre et à son épouse, qui allaient en vacances la semaine suivante dans le secteur, et donc qui ont profité d'une halte sur un parking d'autoroute pour rencontrer les vendeurs et récupérer ce magnifique objet. Alors, il nous a été fourni avec un pied, parce que les gens l'avaient transformé en lunette télescopique pour observer, disons, à distance certains sujets. Bon, donc nous avons été encouragés dans cet achat par bien sûr tous les membres de l'association, par le musée aussi qui ne possédait pas une telle lunette. Il y avait une lunette en haut qui était plutôt une lunette d'inspecteur, pas d'origine. Et puis par Alfred Jameau qui consultait, nous a tout de suite dit allez-y, il y en a très peu, il faut, si vous avez un peu les moyens de le faire, faites-le. Voilà, nous l'avons fait. Et ça donne l'occasion à nous tous de se retrouver autour de cette vitrine. C'est son emplacement provisoire. Capitaine, c'est bien ce qui a été convenu. Elle rejoindra lorsque les installations sont réalisées, parce qu'elle est quand même d'une certaine longueur, le secteur de la télégraphie chape au 3e étage. Alors, bon, vous êtes majoritairement beaucoup des anciens du monde des transmissions, des télécommunications, mais j'avais quand même préparé un petit papier pour, compte tenu qu'Alfred n'était pas là, pour resituer un petit peu tout ça dans le contexte. Donc, le télégraphe, on parle du télégraphe en général, ce n'est pas le premier système permettant de transmettre des informations à distance. Tout le monde sait, il y a eu plusieurs peuples qui ont mis au point des procédés de communication bien avant chape, soit à partir de signaux de fumée, soit à partir de torches placées sur des points élevés. Ces systèmes étaient toutefois limités dans leur possibilité d'expression. Le télégraphe que l'on va découvrir s'en distingue
par l'utilisation d'un alphabet ou code linguistique qui permet de transmettre n'importe quel type de message. Alors, donc, communiquer sur de longue distance, ce n'est pas un problème récent, et entre la vitesse du cheval au galop et les débuts du télégraphe électrique, parce qu'on se situe bien entre la Révolution, 1789, dans ces années-là, et l'apparition du télégraphe électrique, 1750, 1760, c'est cette période entre les deux que va couvrir le télégraphe aérien, le télégraphe dit le télégraphe de Chappe. Donc Chappe, il est né en 1763, vous voyez, il est mort très jeune, il est mort à 42 ans. Hein, et pendant ces années, à partir de 20 et quelques années, 25-26 ans, effectivement, il a imaginé cet ingénieux système de communication qui est devenu le télégraphe aérien. Alors, vous savez, il est optique, ce télégraphe, c'est à partir de signaux que l'on visualise, et bien sûr, tout ça, c'est manuel. Hein. Alors, les messages, tout le monde le sait à peu près, peuvent être transmis sur une longue distance par l'intermédiaire de relais, les fameuses tours Chappe, espacées d'une dizaine de kilomètres, quelquefois d'une quinzaine, ça dépendait du relief. Et bien sûr, toutes les tours sont situées sur des hauteurs. L'opérateur qui est à l'intérieur surveille effectivement au travers de 2 lunettes de ce genre-là, une tour en amont et transmet l'information à une tour qui est située en aval en manipulant les signaux qui sont, disons, réalisés par l'intermédiaire des bras. Alors, une tour Chappe, c'est intéressant parce que le musée a une maquette là, tout à fait disponible. Bon, c'est pas tout à fait toujours conforme à la réalité, mais ça montre un petit peu l'exercice. Ça comporte ce qu'on appelle un signal, le signal étant cet ensemble-là d'indicateurs, on appelle ça les indicateurs, et ce bras enfin, qui n'est pas... Là, c'est fixe, mais normalement, c'est mobile. C'est mobile, c'est cet ensemble qu'on appelle le signal, et tout ça, c'est manipulé à partir de poulies et de câbles par l'opérateur qu'on appelle le stationnaire. Donc, il y a le signal, il y a une salle de travail à l'étage, alors on voit bien dans la maquette de la tour Chappe de Saint-Marcan qui est là-bas, cette salle de travail qui est à peu près au niveau des petits balcons hein, qui sont là-bas. Et puis, en dessous, ou à côté, il y a un local de repos qui permet aux stationnaires qui sont affectés de se reposer, puisqu'ils étaient censés, à 2 stationnaires, faire fonctionner l'ensemble dès le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Voilà. Donc les tours Chappe, elles sont carrées, elles sont rondes, elles sont hexagonales, et elles peuvent être placées sur une église, un clocher. Il y a eu une tour Chappe au sommet du Mont Saint-Michel, il y a eu une tour Chappe aussi au sommet de la cathédrale de Nantes, à Notre-Dame, je me demande s'il n'y en a pas eu une à Paris également. Voilà. Donc on utilisait tous les points hauts pour cela. Bon, à la fin du XVIIIe siècle, les premiers usages de télégraphie Chappe sont des usages militaires. Et d'ailleurs, tous les fonctionnaires, les hommes, à un moment donné, seront des militaires. Alors la première ligne qui a été construite en France, alors vous verrez, on va mettre à disposition différents documents, hein, le réseau. La première ligne construite en France, c'est la ligne Paris-Lille, hein, Paris-Lille, qui a été opérationnelle dès 1794. Donc dès 1794, et a permis par exemple de transmettre des messages entre les 2 villes, Paris et Lille, en 9 minutes. Alors, le temps dépendait bien sûr de la météo, mais ça dépendait aussi de la longueur du message. Et ce que me faisait remarquer Pierre tout à l'heure, il me disait, mais cette transmission, ça correspond à une vitesse de transmission de 400 à 1600 km à l'heure. Donc, faut rapporter ça un peu à l'époque, c'est qu'on passait du transmission par chevaux à effectivement une transmission beaucoup plus efficace. D'ailleurs, le premier nom de la télégraphie optique, tu me rappelais, c'était la tachygraphie. Hein, donc, écrire vite, voilà, ça correspond bien à cet esprit. Donc, au final, en 1844-1850,
Sur les territoires français, je parle de territoire français, il y a eu 534 tours qui ont quadrillé le territoire, sur plus de 5000 km de long, de Brest à l'Allemagne, là, Metz, etc., Strasbourg, du nord de la France au sud, à Venise, etc. Donc au total, un nombre de tours important. Et donc, comme dans chaque tour, il y avait un nombre de lunettes minimum, c'était 3 par tour, Pierre en parlera, hein, puisqu'il y avait 2 opérationnels et 1 de remplacement. Mais donc ça veut dire que jusqu'en... il y a eu un certain nombre de lunettes de fabriquées, on en reparlera tout à l'heure. Et en 1845, donc 1845, la première liaison de télégraphie électrique est arrivée. C'était entre Paris et Rouen, entre Paris et Rouen. Et de fait, ensuite, ça a été le déclin complet et la mort du télégraphe optique Chat. Sauf que ça s'est un petit peu poursuivi en Algérie, en Tunisie, où il y avait effectivement la colonisation qui progressait. Et donc on a aussi installé des liaisons. Alors je voudrais dire un mot sur les hommes, parce que tout en a évoqué le nom de stationnaire. Alors, c'est quand même intéressant, parce que l'invention, elle était mise en œuvre par un personnel hiérarchisé en 3 catégories. Alors, au bas, plus bas de l'échelle, c'était le stationnaire, celui qui opérait, qui dans chaque télégraphe était chargé de reproduire les signaux de correspondance tels que son voisin lui les présentait. Il voyait au travers de sa lunette des signaux. Son travail, c'était et de les reproduire en manœuvrant le signal qu'il avait au-dessus de la tour Chat pour que son voisin de la tour en aval, par exemple, puisse recevoir le message. Mais le stationnaire, il ignorait la signification des messages. Il ne faisait que transmettre des signaux qu'il recevait sans les décoder. Il n'avait la connaissance de quelques signaux qui étaient ce qu'on appelait des signaux de service. Signaux de service qui pouvaient, dans le protocole, encadrer le contenu même du message. Voilà. Et donc il ne reconnaît que le sens d'une douzaine et demie de signaux très particuliers, 10 signaux de service. Alors, il y a 2 stationnaires par poste, je l'ai dit tout à l'heure, l'un travaille le matin, l'autre l'après-midi, et ce mi-temps montre que le travail de stationnaire est difficile. Difficile, parfois pénible quand il y a plusieurs dépêches à passer, et que le vent freine le mécanisme, parce que imaginez ceux qui ont pu aller visiter la tour de Saint-Marcan, si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à le faire, parce qu'elle a été complètement reconstituée. Le mécanisme dans la salle de travail, là, c'est quelque chose qui est difficile à manœuvrer, physique. Et imaginez, lorsque le vent portait sur les indicateurs ici, comment ça pouvait, disons, jouer sur la dureté du travail. Bon, le travail des stationnaires est surveillé, et là c'est là qu'on arrive au 2e niveau d'acteurs, par des inspecteurs. L'inspecteur, lui, se déplace le long d'une ligne, il surveille environ une quinzaine de stations, et c'est lui un peu le chef de groupe, là, sur une quinzaine de stations, et il met un peu la pression sur les stationnaires, s'il y a du retard, ou s'il y a des interruptions de communication, et au besoin, il remonte s'il y a des interruptions de signaux pour voir où est-ce que ça s'est passé et puis reprendre le relais pour retransmettre le message. Et puis au sommet de la hiérarchie, il y a le directeur du télégraphe. Alors le directeur du télégraphe, c'est un officier supérieur quand il était militaire. Il est, lui, il encadre la ligne il y a un directeur du télégraphe à chaque extrémité. Et c'est le directeur du télégraphe qui reçoit en clair les messages à transmettre et qui les code suivant le livre de code. Vous avez un exemple. Le vocabulaire, pardon. Le vocabulaire qui est effectivement dans cet ouvrage, qui est aussi un ouvrage original, qui reprend, donc je vous ai dit qu'il y avait 92 signaux possibles avec, si j'enlève les signaux de service, 92 signaux possibles à partir des indicateurs, là, 92, et en fait, la transmission de chape, c'était une transmission numérique, pas alphabétique, c'est-à-dire on ne transmettait pas un message lettre par lettre,
on transmettait un message par groupe de mots, groupe de phrases. Et ces groupes de mots, groupes de phrases, c'était justement ce qui était décrit dans le vocabulaire, qui est ici présent. Et au total, il y avait 92 pages de vocabulaire, et sur chaque page, il y avait 92 mots ou groupes de phrases. Ça veut dire qu'au total, il y avait environ 8500 mots ou groupes de mots. Et la transmission se faisait à partir de deux informations numériques, la première représentant la page, la deuxième le rang dans la page. Et donc ce qui donnait la correspondance à un mot ou à un groupe de mots. C'était bien une transmission numérique, pas une transmission alphabétique, parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps dans le processus. Il y a même eu, j'avais lu que même dans certains vocabulaires, on a même été jusqu'à optimiser, et le total faisait pas loin de 20 000 à 30 000 mots, donc, ou groupes de mots. Donc ça a été, c'était très... Donc c'était le directeur du télégraphe, qui était à une extrémité, qui lui recevait du créateur du message, l'information, le transcodait, et ensuite cette information-là numérique était transmise de station en station, et reçue par l'autre directeur du télégraphe qui était à l'extrémité, qui lui avait la capacité et la connaissance pour remettre ça en clair et transmettre l'information à celui qui était le destinataire. Donc c'était une façon de protéger les messages, de les faire confidentiels, etc. Donc il n'y avait pas de connaissance des messages dans les stations par les stationnaires. Et Pierre m'indiquait aussi tout à l'heure qu'il avait trouvé que le dernier directeur du télégraphe de Chartres, qui s'appelait Alphonse Foy, avait été le premier directeur du télégraphe électrique, parce que tout ça c'était dans l'administration. C'était le titre d'administrateur en chef. D'administrateur en chef. Les directeurs du télégraphe, je le disais, étaient des officiers supérieurs, les inspecteurs étaient des officiers, non, c'était les sous-officiers, c'était les stationnaires, je crois. Et les inspecteurs devaient être aussi des gens dans la hiérarchie militaire. Donc, bien sûr, le télégraphe de Chartres ne fonctionne que le jour, c'est une évidence. Sa durée d'utilisation variait donc selon la latitude et la saison. Et l'hiver était bien sûr une mauvaise période, car à cause des intempéries. Et le télégraphe aurait d'ailleurs pu fonctionner la nuit. Il y avait eu un projet de télégraphe de nuit, mais qui n'avait pas été développé pour des questions d'investissement. Donc la télégraphie Chartres, c'était toute une institution, c'était un monopole d'État. Hein, ça a été géré par une loi, hein, la loi de 1837, hein, et c'était réservé, c'était pas privé, il n'y avait pas de communication privée, ça n'était utilisé que pour la communication de l'État, des gouvernants, enfin du gouvernement, etc. Ensuite, il y a eu différentes déclinaisons au-delà du national et du territoire national. Il y a eu des déclinaisons de télégraphie Chartres de campagne, et notamment jusqu'au moment de la guerre de Crimée, où ça a été utilisé par le corps expéditionnaire là-bas. On avait inventé un télégraphe mobile, en quelque sorte, avec des stations mobiles. Voilà, moi c'était juste pour resituer un petit peu le contexte de la télégraphie. Je vais laisser Pierre décrire ce qui est la lunette, à partir de ce que nous a communiqué notre ami Alfred Jameau. Voilà, comme vient de le dire Christian, les éléments que je vais vous donner là sont ceux qui ont été donnés par Alfred Jameau, qui est un spécialiste du télégraphe parmi les spécialistes. Les travaux sur les lunettes télégraphiques Chartres ont été synthétisés par Étienne Pierre L'Hôpital de Bordeaux, dans le grand livre collectif émis par la FNAR qui s'appelle La télégraphie Chartres, document qui a été établi en 1993 et qui reste aujourd'hui encore un document de référence. Quand Claude Chartres a inventé son appareil à signaux, son complément nécessaire, la lunette d'approche, était déjà au point grâce aux travaux de l'opticien anglais Dolon, qui était d'origine française. Le tube porte-objectif mesure à peu près 1 mètre de long ou plus, parce qu'il a une longue focale, la lentille est de longue focale.
Et il y a au fond un tube porte-oculaire qui mesure une vingtaine de centimètres et qui comporte les dispositifs qui permettent de redresser l'image. Le grossissement de cette lunette ou de ces lunettes pouvait aller de 30 à 65. La valeur la plus courante étant 40. Les frères Chappe ont encouragé la production par des opticiens français qui étaient très en retard dans le domaine. Les premières lunettes Chappe ont été récupérées un peu partout, Barine et compagnie. Ensuite, à partir de la paix d'Amiens en 1802, on les a achetées en Angleterre. Après, il y a eu une industrie française qui a commencé à fonctionner à partir de 1810. Et les principaux fournisseurs étaient Le Rebours, Rochette et le principal Bardou. Cette lunette est une lunette Bardou. Alors, évaluer le nombre de lunettes qui ont été en service simultanément dans le réseau est assez difficile et on se trompe assez facilement, puisqu'en général, comme je l'ai fait, on estime 2 lunettes multipliées par le nombre de stations. Bon, c'est pas juste. Les textes et Alfred Jameau nous dit qu'il y avait 3 lunettes dans les stations. Il y avait 2 lunettes de service, une dans chaque porte-lunette, et puis il y en avait une en réserve. Et donc, par exemple, au début de la Restauration, le président de la Cour d'appel de Rennes a été en visite au Mont-Dol. Et là, pendant que le stationnaire travaillait avec ses 2 lunettes, tu as raison de signaler qu'il faut courir d'une lunette au mécanisme à l'autre lunette. C'est un travail physique. Il examine le paysage aux alentours avec la lunette de secours. Autre illustration, en 1855, quand les domaines essayent de vendre à Saint-Brieuc au capitaine marin le nombre de lunettes proposées à la vente est égal au nombre de stations des Côtes d'Armor, Côte du Nord à l'époque, que multiplie 3. Bon, si on additionne les stations en France, 530, 550, les stations qu'il y avait en Algérie, il y avait 130 stations en Algérie. Qu'on multiplie le tout par 3 en additionnant la réserve nécessaire, plus les lunettes d'inspecteur qui étaient des lunettes spécifiques, puisque elles étaient rétractables, on arrive à peu près maximum de 2000 lunettes, sans oublier les lunettes qui ont été utilisées à l'étranger. Il se trouve qu'il y a pas mal de lunettes en Hollande, parce que la ligne allait jusqu'à Amsterdam. Donc, maintenant un mot de la qualité. Toutes ces lunettes ont toujours été d'une très grande qualité. Une dernière anecdote citée par Alfred. En 1847, l'aspirant Varango, fils du directeur de Rennes, est envoyé à l'escadre de la Méditerranée. En passant par Paris, le 2e administrateur adjoint, qui s'appelait Flocon, lui donne une longue vue Bardou, une lunette Bardou. Au cours de la traversée, son bateau rencontre une barque de pêcheurs. Et l'aspirant dit à ses collègues, « C'est une barque catalane, il y a dedans 5 hommes habillés de telle et telle couleur. » Tous les officiers se mettent à rire en voyant l'aplomb de ce jeune aspirant. Mais quand leur bateau passa près de la barque, ils durent reconnaître la grande supériorité de la lunette Bardou, parce que tout ce qui avait été dit était vrai. Donc, voici rapidement brossé ce que sont les lunettes Chappe données par Alfred Jameau, qu'il faut remercier et regretter qu'il ne soit pas là. Aujourd'hui. Il y en a une soixantaine de connus à peu près. Une soixantaine de connus. Dont 2 à la CHDR, à la société. Et on a appris récemment qu'il y a un collectionneur du Sud qui, paraît-il, en aurait une dizaine. Mais il y en a aussi il y a encore des lunettes cachées. Oui, il y a aussi beaucoup de lunettes qui ont été récupérées et qui sont à l'étranger. Ouais. Donc ici, on a la chance maintenant d'en avoir une et je crois que c'est vrai. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que notre ami Alfred Jameau, il a écrit un certain nombre d'ouvrages. Hein. On a mis 2 petits ouvrages sur la table, hein, mais il y en a de nombreux autres. Hein. Vous trouvez dans la littérature, au-delà de la carte générale des lignes, vous avez aussi département par département les emplacements
des suivant le temps, suivant la longueur des messages, suivant... Exprime-toi en gigabit. Oui, en giga. Mais est-ce que le temps de codage-décodage n'était pas beaucoup plus important que le temps de transmission? Bien sûr. Les stationnaires étaient des gens qui étaient formés. Les stationnaires étaient formés à Paris, enfin, pour la plupart, j'imagine, et comme normalement étaient opérationnels dès leur prise de fonction. Maintenant, il y a un tas d'aléas qui pouvaient se produire. Non, mais je parle du codage. Ah, du codage au départ, oui. Ah oui, du codage par le directeur de télégraphe. Ouais. Oui, ça dépendait. Enfin, je pense que c'était des hommes quand même de métier et qui maîtrisaient le vocabulaire. Bon, maintenant... Rien ne leur échappe. Elle est bonne. On raconte que lorsque Napoléon est revenu de l'île d'Elbe, ça a dû mettre 4 jours avant d'arriver à Paris, la formation. Mais... Oui, mais parce qu'on en parlait, c'était, je sais plus, ce midi, ensemble, je ne sais plus, capitaine. Effectivement, la ligne en question n'était pas continue jusqu'à Toulon, oui. Et donc, il y a eu une première partie de la transmission du message annonçant le retour de Napoléon, qui a été faite par le courrier à cheval. À cheval. En fait, l'information n'a été reprise par le télégraphe aérien qu'à partir de Lyon. Et donc, à partir de là, mais Napoléon avait bien progressé quand l'information est arrivée à Paris. Il était déjà largement au milieu de son trajet. Il était quasiment à Grenoble. Il était quasiment à Grenoble. Il y avait la Ségare. Oui, voilà, donc ça a été... Pierre. Brouillard, etc. Est-ce qu'on a une idée du temps pendant lequel on pouvait transmettre de l'information depuis Paris jusqu'à Brest, le nombre d'heures annuelles, si vous voulez? Je ne sais pas si... Non, moi, je n'ai pas l'information, mais c'est vrai que c'était limité, suivant la saison aussi, parce que bon, les journées étaient, on sait bien, ça n'a pas changé, courtes ou longues, suivant la saison. Tu rajoutes à ça les aléas climatiques, Il y avait aussi des pannes, ça se cassait. Hein. Ah oui, ça pouvait. Enfin, le vent pouvait effectivement... Changer les câbles. Ouais. Alors, les mécanismes ont évolué suivant les lignes. C'est-à-dire qu'au début, avant que ce soit des poulies et des câbles, il y avait des tiges. C'était les premiers systèmes. La première ligne était faite avec des tiges qui manipulaient effectivement les indicateurs et cette partie-là. J'ai perdu le nom. C'est le régulateur. Le régulateur. C'est-à-dire le régulateur plus les deux indicateurs, c'est ce qui faisait effectivement... Ils sont présentés là. Voilà. Et il y avait Madame Rano. Les transmissions étaient essentiellement militaires? À cette époque-là, les transmissions, dans la partie opérationnelle, dès que la validité du système a été démontrée, ça a été tout de suite avec des aléas aussi, parce que il fallait construire des tours. C'était effectivement les transmissions ont été gouvernementales et les gouvernants ont tout de suite vu l'intérêt de mettre la main sur ce système-là. Puis il fallait de l'argent. Même le télégraphe électrique qui a pris le relais après, c'était uniquement les préfectures et l'État qui l'utilisaient. Oui. Pour rentrer pour le grand public, c'est militaire. Surtout qu'on était à 1850, on était à la période de... L'ouverture du télégraphe électrique aux dépêches privées, c'est 1850. 1850, c'est passé. C'est une loi de 1850 qui offre, et les gens allaient chercher leur télégramme à la préfecture, à la sous-préfecture, parce que c'était là qu'étaient les bureaux de poste. Les bureaux de poste. Étaient là les stations télégraphiques. On ne sait pas où elle a été utilisée. Non, alors cette lunette là, alors l'origine de cette lunette, d'après les vendeurs, là, c'était elle était dans leur famille depuis plusieurs générations, et c'était donc c'est des gens, Jean-Pierre, tu le disais, c'est des gens de son père venait de Lyon. Son père venait de Lyon, et elle m'avait expliqué, c'était des gens charmants. Nous les avons invités, les vendeurs, parce qu'ils avaient eu un peu de mal à se séparer de cette lunette. Ils étaient très heureux de savoir que cette lunette avait été acquise par notre association, mais surtout elle allait être exposée au musée, et surtout au musée des transmissions, puisque leur grand-père, qui avait récupéré cette lunette, alors, je n'en sais pas plus,
était un ancien militaire, et donc il était heureux de savoir qu'elle restait dans cet environnement-là, et surtout dans un environnement où elle allait être présentée au public. Les gens ne savent pas plus, honnêtement, parce qu'eux, ils étaient de Perpignan, le grand-père, quand il a récupéré ça, je crois qu'il était dans les Alpes, donc, je sais pas. Est-ce que ça demandait de la main? Une question. Oui, Les oui. messages très longs, on les découpait par paquet déjà, ou comment ça se passait? Ah, c'est une bonne question. J'imagine que il y avait des Alors, sous-messages. Ça s'appelle télégraphe quand même. Télégraphe, c'est court généralement. Un message de Non, mais on 200 a parlé de signes. messages très longs. Là. Oui. Non, mais j'ai un message de 200 signes, en mémoire, un message de 200 signes, transmis entre Toulon et Paris. Mais il ne faut pas oublier que, comme dans les vocabulaires, il y avait des phrases entières. Ah, c'est des Entières. codages qui restent. Donc, il suffisait de 2 ou de 3, parce que ça a varié dans le temps, il suffisait de 2 ou de 3 signaux pour transmettre une phrase. Et quand vous allez voir le vocabulaire, Le découpage par paquet n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans la mesure où chaque signal est répété au moment où il est reçu. Oui, c'est ça. Oui. Donc, C'était aussi en fait, voilà. La question pour savoir comment ça pouvait fonctionner. Voilà, on ne peut pas avoir plusieurs messages différents qui transitent en même temps sur la ligne. Donc à partir de là, on reçoit, on envoie, et c'est le cumul des différents messages et le découpage par paquet. tout à fait. Et il y avait un accusé de réception, c'est-à-dire tu ne retransmettais un message que si le précédent avait bien été acquitté et que Signal par signal. oui, c'est la communication C'est même avait pas message par message, c'est signal par signal signal. par signal. Ouais, signal par signal. À chaque fois. Est-ce qu'il y avait un maillage? Par exemple, pour aller de Paris à Strasbourg, si vers l'est c'était un peu bouché, on pouvait passer par le sud pour Alors, retourner. pas de voie de contournement. En revanche, une station pouvait voir 2 stations. Donc, s'il y en a une qui est en panne, effectivement, on peut passer à la suivante. Mais s'il y en a 2 qui sont contiguës en panne, là, Ah oui. là c'est fichu. Enfin, à l'origine, comme on le disait tout à l'heure, la première ligne qui a été créée, c'était Paris-Lille. Bon, après, qui a été étendue vers comment dirais-je, vers l'est. C'était une ligne qui avait été créée par les militaires, enfin pour les besoins des militaires, de l'armée de terre, entre guillemets. Et la marine s'était un peu offusquée ou avait été un petit peu jalouse de ce qu'avaient fait les militaires de l'armée de terre, et c'est eux qui avaient milité pour qu'il y ait une liaison vers Brest, qui était à l'époque le port militaire de référence. Et donc là, on présente souvent la ligne Paris-Brest comme étant une ligne plutôt de la marine, même si après elle a été englobée dans le service de télégraphe, quoi. Et d'ailleurs, on voit bien que les extensions après, on avait quand même tendance à desservir les ports un petit peu. Alors, en liaison, on desservait aussi Blaye. Je ne sais pas si c'est pour le Médoc ou le. Je ne sais pas, mais bon, il y avait des. Non, mais c'était quand même après. Alors, quand on revient sur l'histoire, ça a été exploité 50 ans, même 60 ans. Ben, c'est 60 ans, c'est plus qu'une génération de matériel dans nos technologies d'aujourd'hui, enfin, les uns et les autres, là, qui avons vécu le développement des télécommunications, on avait des cycles de matériel qui étaient peut-être pas de 60 ans, mais qui étaient de 20 ou 30 ans au moins. Donc, Il me dit en mémoire, on a dit tout à l'heure qu'on ne transmettait que les informations gouvernementales. Au début du 19e, vers 1802-1803, les frères Chappe, ils n'arrivent plus à financer le fonctionnement. Et pour financer le fonctionnement, ils ont transmis les résultats de la loterie nationale. Donc, ils transmettaient via le réseau Chappe les résultats de la loterie nationale, et la loterie nationale les payait pour cette transmission. Et puis il y a une deuxième anecdote qui est bien connue, c'est que dans les années 1830, il y a un certain nombre de financiers véreux, plus ou moins véreux, qui avaient soudoyé des stationnaires de la ligne Paris-Bordeaux, et qui transmettaient les cours de la bourse par le code Chappe en pirate entre Paris et Bordeaux, ce qui permettait aux gens qui étaient au courant de faire les bons achats au bon moment. C'était Il y a des cas de piratage. Il y a actuellement une fortune qui est à Monaco, qui a bien été condamnée, qui a fait, je crois, un bénéfice de 2 millions de francs. Ça fait l'objet d'un procès retentissant. Voilà. Avez-vous d'autres questions?
Sinon, enfin moi je vous encourage, ceux qui... Combien d'entre vous ont été visiter la tour de Saint-Marcan? Il y a quand même un certain nombre. Mais vraiment, le jour où vous passez dans le secteur de Dole, allez visiter cette tour parce que vraiment elle est restaurée de manière remarquable. Et vous voyez vraiment l'ensemble de tout le mécanisme en place. Et voilà. Derrière. Et si vous voulez voir les cartes, il y a le Finistère, les Côtes d'Armor, l'île des Vilaines, la Manche, il y a les départements.